Bienvenue à tous à ce webinaire de sensibilisation à la santé mentale. Donc, je suis Bertrand Fouché du Carrefour F Pays de la Loire. Dans un instant, je vais donner la parole à Thierry Mustière et à Dr Piton pour vous donner des éléments sur ces questions de santé mentale et ces questions de troubles psychiques. Depuis l'année dernière, on met en place des actions de formation, des actions d'information sur cette thématique de la santé mentale parce que s'est apparu aussi dans les difficultés que vous pouvez rencontrer, vous, en tant que conseiller, en tant que formateur, dans l'accompagnement des publics. Vous pouvez vous retrouver en difficulté, avoir besoin de repères un petit peu sur ces questions-là, savoir comment adapter votre posture, comment orienter éventuellement les personnes vers des structures ressources. Donc voilà, c'est l'objet de ce qui va être traité pendant ce webinaire. Donc voilà, je vous redonne une dernière fois pour les derniers arrivés les consignes. On vous invite à vous renommer dans la fenêtre participant et vous allez pouvoir poser des questions tout au long de ce webinaire dans le chat. Et puis moi, je communiquerai aux intervenants les questions en gardant un œil sur le chat. Donc je vais donner la parole à Monsieur Mustière pour commencer. Bonjour à tous et à toutes. Je vais me présenter. Voilà, Thierry Mustière, comme disait Monsieur Fouché. Moi, je suis responsable du service SEAP, service d'évaluation et d'accompagnement professionnel, et encore la casquette aussi en parallèle de conseiller en insertion professionnelle. Et le service SEAP dépend de l'association Psy Active à Carquefou. Bonjour à tous, Dr Piton, je suis psychiatre au sein de l'association Psy Active et médecin référent de l'unité des appartements thérapeutiques et de l'accueil de jour en atelier thérapeutique. Donc, nous sommes réunis aujourd'hui autour du handicap psychique et de l'insertion professionnelle. Donc, on va vous présenter un petit diaporama. On commencera donc, par une introduction autour des idées reçues. Puis, on continuera avec quelques informations clés, une définition du handicap psychique, quelques repères de pathologie clinique. Ensuite, on déroulera autour de l'accompagnement, notamment la posture et les conseils, et puis la bibliographie. Je vais laisser la parole du coup, à mon collègue pour l'introduction. Effectivement, il y a beaucoup d'idées reçues par rapport à l'accompagnement de personnes souffrantes de troubles psychiques, fragilisées par un trouble psychique. Moi, je ne parle pas jamais de pathologie, mais en général, j'utilise plus des mots comme fragilisé par un trouble psychique au niveau des personnes que j'accompagne. Et il y a beaucoup comme je disais, d'idées reçues. De nombreuses, effectivement, personnes n'osent pas parler de leurs troubles psychiques de peur d'être stigmatisées, mises à l'écart et de perdre effectivement leur crédibilité professionnelle, voire leur emploi. Nous, c'est le retour qu'on a en entretien. Mieux connaître le handicap psychique facilite l'accompagnement de la personne dans son parcours et dans son rétablissement. Et on parle plus de rétablissement que de guérison. Le médecin va pouvoir effectivement plus développer effectivement cet axe-là. Toujours un peu les idées reçues. On a pris quelques idées reçues. La première, quand on a des problèmes de santé mentale, c'est pour la vie. On ne peut pas en guérir. Alors, la réalité, c'est qu'il est possible d'aller mieux, de travailler, d'avoir une vie sociale, malgré la persistance des symptômes. On parle de rétablissement plutôt que de guérison. Les personnes souffrant de troubles psychiques sont incapables de travailler. Moi, j'ai beaucoup effectivement de retours dans ce sens-là, par les personnes et des fois par les professionnels et le monde de l'entreprise. La réalité, c'est l'amélioration des traitements et de la qualité de vie permet à un grand nombre de personnes de travailler en milieu ordinaire. Et là, on parle vraiment de postes en milieu ordinaire. Et la dernière, voilà, si la personne ne fait rien de sa journée, c'est une paresseuse, elle ne veut pas travailler. Voilà, ou quelqu'un qui n'est pas motivé pour aller travailler, pour travailler le projet professionnel. En réalité, la maladie et le traitement associé peuvent entraîner une grande fatigue. Il est donc parfois difficile de se motiver, prendre des initiatives ou interagir avec les autres. Il ne s'agit pas d'un choix, mais de réelles conséquences du handicap. Moi, effectivement, dans les entretiens, je leur dis, il y a une dévalorisation de la personne et en grande partie, je leur dis, c'est pas que vous ne souhaitez pas aller travailler, c'est que vous ne pouvez pas. C'est-à-dire que les contraintes, effectivement, de la maladie et du handicap, quand on parle d'handicap, les empêchent de pouvoir fonctionner comme n'importe quelle personne par rapport à un projet professionnel.
Alors, on va passer à quelques informations clés qui semblaient importantes de relire. Donc, c'est que le handicap psychique représente la première cause mondiale de handicap selon l'OMS en 2020. Les troubles psychiques représentent la première cause d'arrêt maladie de longue durée et la première cause d'invalidité en France. Donc, c'est aussi un problème de santé publique. L'origine des troubles est liée à plusieurs facteurs, donc biologiques, sociaux, professionnels, psychosociaux, psychologiques. On va maintenant définir la question du handicap. Petite particularité, c'est qu'il n'y a pas de définition officielle du handicap psychique. La notion en fait, de handicap psychique, elle a été introduite dans la loi 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Donc, selon le CREPSI, donc les centres ressources handicap psychique, le handicap, c'est une situation en fait. La situation de handicap d'origine psychique se définit par l'ensemble des restrictions de participation dans tous les domaines de la vie citoyenne, dans un environnement donné et liée à une pathologie psychique. Elle se constate notamment dans les champs de la vie quotidienne, relationnelle, sociale et professionnelle, ce qui nous concerne aujourd'hui. Alors, il y a quelques particularités au handicap psychique. Il apparaît le plus souvent à l'adolescence ou l'âge adulte. Il est ponctuel ou permanent. En tout cas, il y a une évolution qui est possible avec des soins médicaux qui sont très souvent indispensables. Il faut savoir que c'est sensible au contexte. L'intensité est variable du handicap psychique et le retentissement sur les capacités intellectuelles est également variable. Ce qui est important et majeur, c'est que le travail, c'est un facteur majeur de rétablissement et de stabilisation clinique aussi. Donc, on va poursuivre sur quelques repères sur la pathologie clinique. Alors aussi, un point à rappeler, c'est que le diagnostic n'est pas un facteur déterminant de la réinsertion professionnelle. Ça, c'est à avoir en tête. Ce n'est pas ça qui va déterminer la réinsertion et ni contribuer à la limitation quand les personnes ont une telle pathologie plutôt qu'une autre. Alors, je vais faire un petit point sur les troubles de l'humeur, ensuite plutôt sur la schizophrénie, le trouble de la personnalité borderline, un petit point sur les troubles anxieux, ensuite sur le trouble du déficit de l'attention et l'hyperactivité, parce que c'est une pathologie dont on entend plus parler en ce moment, et puis du trouble du spectre de l'autisme. Donc, ce n'est pas exhaustif. C'est un peu en fonction de... J'ai focalisé sur ce que vous pouviez le plus rencontrer. Et un point sur les addictions. Alors, quand on parle de troubles de l'humeur, on parle préférentiellement, en tout cas médicalement, de troubles bipolaires. Là, en fait, je parle de troubles de l'humeur pour pouvoir bien différencier en même temps la dépression et en même temps la manie. Le trouble de l'humeur, en fait, la bipolarité est caractérisée par une alternance de phase dépressive et de phase maniaque. Mais la dépression constitue une pathologie à part entière, indépendamment de la bipolarité. J'ai un peu mis les deux pour que ce soit plus simple aussi. Donc, on a tous connu des gens autour de nous dans le travail qui étaient déprimés. Donc, la dépression se caractérise par une tristesse de l'humeur, une diminution de plaisir, une agitation, un ralentissement psychomoteur, une fatigue, des troubles de l'attention, une dévalorisation, des idées noires, des idées suicidaires. On peut avoir des insomnies aussi, une perte ou gain de poids. Il faut savoir qu'il y a différents stades de la dépression avec la possibilité de continuer à travailler dans la dépression légère, mais avec des altérations au niveau de l'attention, par exemple. Et à la dépression sévère, par exemple, qui impose une hospitalisation. Bien souvent, il y a quand même des arrêts de travail. Donc, je vous ai mis pour indication des troubles de la manie, mais en tout cas, c'est vraiment à titre indicatif, pas vraiment à retenir. C'est sur le versant opposé de la dépression avec des patients qui vont être dans une humeur expansive, des idées de grandeur, une plus grande communicabilité, une fuite des idées, une distractibilité. Et l'épisode maniaque, en tout cas, entraîne une hospitalisation et clairement, il y a une altération sur le fonctionnement social, relationnel et professionnel. Alors, ce qui est important aussi, c'est que le trouble de l'humeur est souvent associé à des comorbidités addictives, comme la plupart des pathologies que je vais présenter là. Et donc, dans le trouble de l'humeur, donc là, que ce soit la dépression ou l'épisode maniaque, on va avoir des altérations du fonctionnement cognitif, mais en aigu. Il faut savoir que les capacités intellectuelles, elles sont préservées entre les épisodes dépressifs ou maniaques.
quand la personne sort de la dépression. Alors, un point important, c'est que la répétition des épisodes maniaques entraîne des altérations cognitives sur le moyen long terme. Donc, évidemment que quand on est déprimé, il y a des altérations au niveau social, moins d'envie de communiquer, moins d'envie de sortir, un repli, une tendance au repli. Et donc, ça va avoir des retentissement aussi sur l'insertion professionnelle, alors, avec de l'absentéisme. J'indique aussi un point de vigilance sur le plan professionnel qui est un peu valable aussi quand les patients, enfin, pour toute pathologie psychique, c'est-à-dire d'avoir un environnement assez cadré, avec peu de stress, ou alors faire attention à ce stress-là, des horaires réguliers. Il y a en général pour toutes les pathologies psychiques une contre-indication au travail de nuit. En tout cas, les événements stressants, les horaires irréguliers, le travail de nuit peuvent entraîner des décompensations du trouble dépressif, du trouble bipolaire aussi, et puis d'autres pathologies. Alors, ensuite, je passe à la schizophrénie. Donc, la schizophrénie, la prévalence est entre environ 1% dans la population générale. Elle touche plutôt les adultes jeunes, entre 15 et 25 ans, elle apparaît à ce moment-là, avec des comorbidités addictives très fréquentes. Donc là aussi, pour indication, elle se caractérise par des idées délirantes, des hallucinations, un discours, un comportement désorganisé, une symptomatologie négative. Alors, c'est le manque de prise d'initiative, d'envie, un discours assez pauvre, en tout cas peu élaboré, peu d'émotions, et puis un repli sur soi, avec un dysfonctionnement majeur du travail, dans les relations interpersonnelles. Alors, la schizophrénie par rapport aux troubles de l'humeur, ce qu'ont pu montrer les différentes études, c'est que par rapport aux troubles de l'humeur ou à d'autres pathologies, c'est qu'il y a des altérations cognitives qui vont être persistantes. Alors, je vais les développer. Elles sont variables, mais elles sont quand même persistantes et puis remarquées sur plusieurs points, c'est-à-dire sur les fonctions exécutives. Ça va être constaté pour les patients qui sont schizophrènes. Les fonctions exécutives, ça concerne la planification, l'organisation, l'élaboration de stratégies, la résolution de problèmes. On va avoir des troubles de la mémoire, notamment de la mémoire épisodique. Donc, la mémoire épisodique, elle stocke des informations liées à des événements situés dans le temps. Donc, pour pouvoir se rappeler d'événements à telle année, ça va être très compliqué pour les patients, notamment de reprendre aussi un peu l'histoire professionnelle de leur vie. Ça peut être un peu compliqué. On va avoir un trouble de l'attention avec une vitesse de traitement la vitesse de traitement de l'information est un peu plus lente. Et puis des difficultés au niveau du langage. Donc ça, c'est le premier point sur les altérations au niveau cognitif dans la schizophrénie. Ce qui est remarqué aussi par les études, c'est qu'il y a des altérations au niveau social. Donc là, c'est un jargon assez médical que je vais développer. Donc c'est un défaut de théorie de l'esprit, des cognitions sociales. Donc en fait, ça va être une difficulté à reconnaître les intentions d'autrui, à reconnaître ses émotions et celles des autres. La théorie de l'esprit, c'est la capacité d'une personne à former des représentations des états mentaux des autres et à les utiliser pour comprendre, prédire, interpréter les pensées, faits et gestes. Donc, on utilise ça constamment dans les relations avec les autres et dans les relations au travail. Et donc, ça va être un facteur de difficulté pour les patients schizophrènes. Donc, on remarque bien qu'il y a un retentissement sur l'insertion professionnelle, puisque du fait des troubles de l'attention, il va y avoir une difficulté à tenir le rythme. Du fait d'une vitesse de traitement de l'information un peu plus lente, il y a cette difficulté à tenir le rythme. Du fait des difficultés des fonctions cognitives, des fonctions exécutives, une difficulté à avoir un raisonnement complexe, pouvoir anticiper, planifier et organiser des tâches. Donc, tout ce qui est un peu procédure automatisée, ça peut être facile, mais dès qu'il va y avoir des consignes un peu complexes ou des procédures un peu plus complexes, ça peut être plus difficile. Et un point très important, c'est que le facteur de la réinsertion professionnelle, les facteurs de réinsertion professionnelle pour la schizophrénie, c'est plutôt l'expérience de travail antérieure, le rapport que le sujet entretient avec le travail, le soutien familial, le niveau d'études antérieures et la motivation et l'accompagnement médico-social. Donc, dans ces facteurs de réinsertion professionnelle, il n'y a pas des facteurs symptomatiques finalement. Ça, je pense que c'est important de l'avoir en tête.
Alors ensuite, j'ai choisi de parler un peu plus de la personnalité borderline qui peut mettre en difficulté les accompagnants. Alors, la personnalité borderline, la prévalence, je n'ai pas trouvé une prévalence très claire puisque, en fait, les données sont assez contradictoires. Il n'y a pas de chiffre très clair concernant la prévalence. Alors, pour des raisons là, que j'ignore enfin, de façon exhaustive, je pourrais avoir en tête, mais ce n'est pas l'objet. Donc, elle va se caractériser surtout pour la personnalité borderline par une instabilité des relations. C'est une pathologie du lien, en fait. C'est ça qui est au premier plan. Avec une peur de l'abandon, des relations interpersonnelles très instables, une image de soi très mauvaise, une impulsivité. Il y a une propension à la colère aussi. Elle est marquée souvent dans l'histoire de la personne. Il y a une répétition des gestes automutilatoires ou suicidaires. Une instabilité affective aussi liée à une réactivité humaine. Donc ça, je pense que peut-être que vous avez une idée de personnes que vous avez accompagnées qui pourraient en tout cas être dans ce tableau clinique-là. Alors, ce qui va être important, c'est que concernant la personnalité borderline, il ne va pas y avoir d'altération cognitive. Les capacités intellectuelles sont préservées. En revanche, concernant le niveau social, c'est vraiment marqué, la relation aux autres est marquée par beaucoup de conflits et une instabilité relationnelle. C'est cette instabilité relationnelle qui va avoir en général un retentissement sur l'insertion professionnelle. Après, ça dépend aussi de l'intensité du trouble parce qu'il y a des patients borderline qui sont très bien insérés et pour qui ça se passe bien. Mais en général, du coup, il y a vraiment une difficulté à pouvoir être sur un poste lié aux difficultés relationnelles et puis à une instabilité de l'humeur et professionnelle au gré de l'instabilité de l'humeur et des relations. Le parcours aussi est assez marqué par des ruptures professionnelles, des changements fréquents, mais liés justement à des difficultés relationnelles. C'est ça qui va être dit par ces patients au premier temps. Et du fait, en fait, de ces instabilités fréquentes relationnelles, l'humeur, il va y avoir une fatigabilité psychique aussi chez ces patients. Alors, je poursuis ensuite avec les troubles anxieux, s'il n'y a pas de questions. C'est un petit point assez rapide. La prévalence, elle est environ de 15% chez les adultes jeunes, donc ça touche plutôt les adultes jeunes. Alors, dans les troubles anxieux, on va avoir le trouble panique, qui se caractérise par des attaques de panique récurrentes et une anxiété anticipatoire. On va avoir le trouble obsessionnel compulsif, avec des obsessions idéatives, phobiques, impulsives, et puis des compulsions, c'est-à-dire mentales ou extériorisées, pour conjurer un peu ces obsessions. Alors, ce qui est important, c'est que ces vérifications peuvent prendre du temps dans la journée. Donc, ça, c'est peut-être important à avoir en tête, parce que ça peut entraver un peu le bon fonctionnement au travail. La phobie sociale, donc c'est un sentiment de crainte et de honte quand il y a exposition à l'attention au regard d'autrui. Il y a une tendance à l'évitement des situations redoutées. Et puis, il y a le trouble anxieux généralisé qui est lié à une anxiété de fond permanente, envahissante, disproportionnée, avec une anticipation négative des événements futurs. Alors, ce qui caractérise globalement les troubles anxieux, c'est plutôt la question d'une inhibition sociale et d'un évitement. Il n'y a pas d'altération cognitive, les capacités cognitives sont tout à fait préservées. Et donc, cette inhibition, cette tendance au retrait, à l'évitement des relations sociales ou des situations sociales, va avoir un retentissement, c'est-à-dire que ça peut être des gens qui vont avoir des difficultés à passer un coup de fil, à prendre rendez-vous, à écrire leur CV. Et donc ça, c'est important peut-être de pouvoir le repérer. Et puis ce que j'ai dit pour les patients qui ont des TOC, c'est la chronophagie liée aux vérifications. Alors, on va passer au TDAH. Alors, en ce moment, il y a vraiment quelque chose autour du diagnostic du TDAH qui est caractérisé. Ce trouble est caractérisé par une triade qui comprend l'inattention, l'hyperactivité et l'impulsivité.
Donc, il faut vraiment cette triade pour faire le diagnostic. Et les troubles doivent apparaître dans l'enfance. Et il y a des retentissements dans au moins 2 domaines, social, scolaire, professionnel, extrascolaire, dans la confiance en soi. Et donc, les altérations qu'on peut avoir cognitives, les capacités intellectuelles sont préservées, mais en fait, il va y avoir des conséquences aux symptômes, c'est-à-dire aux symptômes d'hyperactivité ou d'inattention. Ça va se caractériser parfois par une hyperactivité mentale, c'est-à-dire avec un flux incessant de pensée qui entraîne des troubles de concentration, une dispersion idéique, une distractibilité, et beaucoup d'oubli aussi. Donc ça va être un retentissement. Chez les patients qui ont un TDAH, on remarque aussi parfois une dysrégulation émotionnelle, donc une difficulté dans la gestion émotionnelle avec une propension à la colère et au conflit, avec une notion aussi d'impulsivité. Donc ça, il va y avoir, à cause de ça, lié à ça, une difficulté à maintenir les interactions sociales dans la durée. Et donc, il va y avoir un retentissement aussi sur la sphère professionnelle lié à ces pensées incessantes qui entraînent des troubles de l'attention. Et avec des difficultés alors qui sont vraiment repérées dans la planification, l'organisation, la hiérarchisation des priorités et la gestion du temps. Donc ça entraîne vraiment un handicap sur le plan professionnel en fonction de ce qui est demandé au poste de travail. Alors chez les patients aussi TDAH, qui est très fréquemment retrouvé, c'est une rupture de parcours dans l'apprentissage. C'est des gens qui vont redoubler ou qui vont être orientés vers une autre orientation et qui vont arrêter. Souvent, ils peuvent dire qu'il y a de l'ennui, de la lassitude, voire aussi de l'opposition aux règles ou à la hiérarchie, et puis des ruptures de parcours professionnel. Alors, ce qui est important aussi de savoir, c'est que les patients qui ont un TDAH répondent très, très bien au traitement. Et il y a une amélioration très importante de la qualité de vie et des capacités aussi de concentration et d'organisation, de planification. Elles sont vraiment grandement améliorées et c'est facilitant et ça permet la continuité du travail, en tout cas de l'emploi. Alors, il y a une question qui, sur le trouble de l'attention. La question, c'est est-ce que ça touche également les adultes? Vous avez expliqué effectivement que ça s'était repéré dans l'enfance en général. Voilà, est-ce que ça touche également les adultes? Est-ce que ça peut apparaître à l'âge adulte ou plus généralement non? Alors, ça n'apparaît pas à l'âge adulte. Je pense que c'est plutôt la question du diagnostic avec un repérage qui n'aurait pas été fait dans l'enfance, mais avec effectivement des troubles persistants à l'âge adulte. Donc, le diagnostic peut être fait à l'âge adulte. D'accord. Alors, on a également 2 autres questions. Est-ce que sur la prévalence des TDAH et des troubles anxieux, et puis donc il y a une autre remarque aussi, il y a donc des traitements pour le TDAH, j'imagine? Oui, effectivement, il y a un traitement pour le TDAH. Et donc, comme je le disais, ce qui fait la difficulté pour les personnes qui ont un TDAH, c'est vraiment une inattention, une hyperactivité, donc autant dans la tête que aussi physique, et qui entraîne vraiment quelque chose d'un peu invalidant pour le travail en termes de concentration, d'organisation de la pensée. Et alors, ça, c'est vraiment l'expérience que j'ai pu avoir avec des patients TDAH qui répondent très, très bien au traitement et ça leur permet de continuer à travailler. Alors, parfois avec un aménagement du poste aussi, de travail, bien souvent, mais ça permet le maintien à l'insertion professionnelle. Juste par rapport au trouble TDAH, là, je suis en ancienne insertion. Moi, je ne viens pas du monde du soignant. Et on a été sollicité sur un maintien au poste d'un jeune qui est en formation vente dans un CFA en alternance. Il est 2 jours par semaine au niveau du centre de formation et le reste du temps en entreprise, où il y a effectivement un diagnostic qui a été de TDAH, effectivement, des cas posés. Ce jeune-là, avant de rentrer en formation, il avait un traitement qu'il a refusé et actuellement, il n'a plus de traitement. Et on voit bien que le maintien au poste et l'aménagement au centre de formation est compliqué parce qu'actuellement, c'est un collectif, il est dans un collectif de 15 jeunes où depuis septembre 2022, on l'a enlevé du collectif. Ça veut dire que quand il est en formation, il est seul effectivement au niveau du CDI.
il y a une équipe et un prof qui vient lui apporter effectivement les cours. Et là, progressivement, alors il n'a pas de traitement, et là, on voit bien effectivement la difficulté sans traitement, c'est que on a retenté de le positionner sur du collectif sur certains cours, mais ça a beaucoup de mal à tenir dans le temps. Ça veut dire que sur une journée de cours, il va tenir la première heure, et puis la deuxième heure, il va partir un petit peu dans tous les sens, il va bouger dans tous les sens, il va désorganiser un petit peu le cours. Et on voit bien que là, c'est compliqué par rapport à sans traitement de pouvoir aménager un poste de travail. Et au niveau alors, aménager le centre de formation, parce qu'en entreprise, ça se passe très, très bien. Parce qu'on n'est pas, si effectivement, il n'est pas posé sur une chaise du matin au soir en permanence. Et là, au centre de formation, l'aménagement qu'on a pu mettre en place, c'est qu'on l'a sorti du cours. Il a juste le lien avec le collectif, parce qu'on ne voulait pas, nous, supprimer le lien avec le collectif. Il est en lien sur des temps de pause, le temps du repas le midi. Et puis là, progressivement, on va le remettre dans le collectif sur une heure de cours. Pas sur des temps d'une heure et demie ou 2 heures, sur une heure de cours. Mais c'est très compliqué sans traitement. Et je pense qu'avec un traitement, on pourra améliorer, effectivement, en tout cas, il pourra améliorer ses capacités au niveau d'un collectif. Est-ce qu'il y avait une autre question? Eh bien, écoutez, alors il y avait la question des prévalences. Je ne sais pas si vous avez des précisions sur la prévalence TDAH et troubles anxieux. Entre 2 et 4% pour la prévalence chez les personnes TDAH. Alors, il faut savoir que là, il y a une question du diagnostic autour du TDAH. On en parle plus. Il y a vraiment des diagnostics plus importants. Là. Sur le diagnostic, je ne sais pas. En tout cas, c'est quelque chose dont on parle actuellement. Et la prévalence des troubles anxieux, c'est 15% chez les adultes jeunes. Je poursuis au niveau du trouble du spectre de l'autisme. Alors, le trouble du spectre de l'autisme, il est caractérisé aussi par une triade, qui est un déficit persistant de la communication et de l'interaction sociale, avec des comportements, des activités ou intérêts restreints et répétitifs. Alors là, pareil, les patients, en tout cas, il y a une variation, une variété de manifestations, en tout cas chez les patients TSA. Donc, il y a des patients et avec ou sans déficience intellectuelle, donc des patients qui vont pouvoir être insérés ou d'autres où il y aura une déficience et ce ne sera pas possible. Alors, donc le trouble du spectre de l'autisme, comme j'avais dit, au niveau des altérations cognitives, ça dépend du QI. Ça va être, en tout cas, ces patients vont avoir des difficultés majeures au niveau social et c'est ces difficultés majeures qui vont être un frein sur la question du travail aussi. C'est ça en priorité comme frein au maintien de l'emploi. Donc, les patients qui souffrent d'un trouble du spectre de l'autisme, il y a une difficulté dans la réciprocité sociale ou émotionnelle. Ça va être difficile pour eux d'entretenir une conversation par manque d'intérêt, d'émotion ou d'affect. C'est difficile de comprendre les codes sociaux et d'entretenir des relations avec les pairs. Il y a une difficulté à pouvoir comprendre tout le langage non verbal, en fait. Le contact visuel, le langage corporel, les expressions faciales. Il y a une compréhension littérale des mots aussi. Tout ce qui est le langage non verbal, c'est vraiment compliqué. Et du fait de ces difficultés, on retrouve souvent des comorbidités associées de troubles anxieux pour les patients TSA. Donc, comme je le disais, la difficulté à pouvoir maintenir un emploi est surtout liée aux difficultés sociales parce que les patients, en tout cas les personnes TSA, ont des atouts au niveau de leur particularité avec une focalisation sur les détails, un degré élevé de concentration, un respect des règles, de mémoire, une tolérance aux tâches monotones et une expertise dans certains domaines. Et donc, ce qui peut être compliqué aussi, c'est que seules les informations qui ont du sens concret sont traitées. Donc, il y a tout un champ d'informations qui peut échapper aux personnes. Un petit point très bref sur la question des addictions. Alors, celles qui sont un peu les plus fréquentes, l'alcool qui peut entraîner des troubles de mémoire immédiate et qui entraîne des troubles de la concentration, de la vigilance et qui aggrave les troubles psychiatriques lorsqu'ils sont présents. Et puis le cannabis qui est préférentiellement
consommée chez les jeunes qui entraînent des troubles à la mémoire aussi immédiate, des troubles de l'attention. Et puis le syndrome amotivationnel, c'est la difficulté à avoir de la persévérance et pouvoir trouver un manque d'attention, puis une certaine indifférence affective qui peut être prendre pour qui pourrait être prise pour de la paresse ou un manque de motivation, mais c'est plutôt quelque chose de l'ordre d'une indifférence affective et puis qui entraîne des troubles anxieux. Et donc, je vais laisser la parole à mon collègue, M. Lucien, pour parler un peu de l'accompagnement. Alors, effectivement, moi, comme je disais, voilà, je le redis, voilà, je suis pas soignant hein, ni psychologue. Hein, j'ai un parcours plus par monde de l'entreprise et j'ai jamais voulu me former vraiment, avoir des modules au niveau d'un accompagnement IDE ou vraiment sanitaire. Hein, je reste vraiment à ma place en tant que conseiller d'insertion professionnelle. C'est pour ça qu'ils viennent nous voir quand on les accompagne au niveau du service CEAP. Mais je vais m'autoriser effectivement dans mes entretiens, dans mes accompagnements, à aller chercher de l'information pour pouvoir mieux accompagner la personne sur le champ professionnel. Effectivement, je vais créer un environnement facilitant hein, lors des entretiens, mais comme beaucoup d'accompagnements, hein, j'identifie l'attitude de la personne et j'adapte ma posture. Et des fois, effectivement, on demande en général, on demande à la personne de s'adapter à son environnement. Et nous, peut-être qu'au niveau du service CEAP, des fois, on s'adapte dans un premier temps à la personne pour voir comment cette personne-là peut s'adapter sur un autre environnement que le service CEAP. J'accompagne effectivement et je m'interroge sur pas mal effectivement d'axes et de points, et notamment des fois sur la santé ou sur la reconnaissance quand les personnes bénéficient de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, en situation de handicap. Je suis vigilant aussi lors de l'accompagnement pour me protéger moi en tant que professionnel et puis pas mettre la personne non plus en souffrance. Hein. Des fois, ça peut arriver qu'on rajoute effectivement de la souffrance dans l'accompagnement professionnel en tant que conseiller. Voilà, ça reste effectivement quelques points de vigilance. Tout le temps, voilà, sur la posture, je crée un environnement facilitant lors des entretiens, qui me semble important. Hein. Là, je déborde un petit peu, mais on voit bien aujourd'hui sur ce qu'on appelle les job coachs, l'emploi accompagné, où ce n'est plus des entretiens dans des bureaux fermés, ça peut être des entretiens dans un café, dans un parc, à domicile, dans la rue. On voit, voilà, c'est d'autres environnements que sur fermé avec une table, une chaise, où ça facilite effectivement l'environnement, le lien de confiance avec la personne. Adopter effectivement le rythme des rencontres. Quand on dit adopter le rythme de rencontre, ça veut dire qu'on va pouvoir, dans l'accompagnement, se dire cette personne-là, on va la voir peut-être une fois tous les 15 jours, on va la voir une fois par semaine, on va effectivement la positionner plus le matin, plus l'après-midi en fonction un petit peu des contraintes qu'on a pu repérer. Rappeler que l'entretien mis en place est pour l'aider à réaliser des objectifs. Alors, on demande à chaque fois effectivement aux personnes, c'est quoi vos objectifs professionnels, hein, parce qu'ils viennent chez nous pour un objectif pro, hein, mais tout le monde n'a pas des objectifs. Moi, j'utilise de moins en moins objectifs, plus les souhaits de la personne, attentes de la personne. Ça peut ouvrir peut-être différents champs. Aujourd'hui, ça peut être un champ effectivement associatif, un champ pas du tout au niveau sur le champ professionnel, ou un champ sur de la formation, mais objectif, ils disent, moi on me demande à chaque fois mes objectifs, mais je n'ai pas d'objectif. Alors je dis effectivement, vos souhaits, c'est quoi? C'est quoi vos souhaits? Aujourd'hui, vous venez au niveau du service CEAP, qu'est-ce que vous attendez? Quels sont vos souhaits? Et des fois, les souhaits sont complètement différents d'un souhait professionnel. Ça permet en tous les cas d'orienter après l'accompagnement et de ne pas fausser et mettre, comme disait, les gens en souffrance ou en difficulté. Maintenir un lien, même dans les périodes les plus difficiles, hein, où l'emploi, comme je disais, n'est pas la priorité. Après, à un moment donné, effectivement, ça sera de pouvoir passer des relais sur des structures plus adaptées, instaurer une relation de confiance et un environnement bienveillant et sécurisant. Hein. Mais ça, je pense que c'est tout accompagnement avec troubles psychiques ou pas troubles psychiques, hein, qu'il faut instaurer un lien de confiance. Alors peut-être plus particulièrement avec un trouble psychique parce qu'il y a une sensibilité qui est un peu plus importante hein, au niveau de certaines pathologies qu'a pu évoquer Marjolaine, permettent à la personne de se sentir écoutée et respectée. Et effectivement, sur certains moments, moi, ça m'arrive,
que juste être sur une écoute, ce qu'on peut appeler peut-être une écoute passive, mais je vais, et notamment sur le premier entretien où on accueille la personne, où je vais vraiment, alors j'ai des trames, parce que moi ça fait 29 ans que j'accompagne des personnes, et on me dit, voilà, quelle trame que vous avez. Alors on a une trame avec, au niveau du premier entretien, mais des fois ma trame, je ne la suis pas, mais je suis plus sur une écoute et je prends note à fur et à mesure pour pouvoir après remettre ça dans un ordre et me dire, les prochains entretiens, je vais pouvoir m'autoriser à aller sur tel et tel axe et peut-être pas sur le champ professionnel d'entrée de jeu comme on pourrait le croire. Oui. Ça, c'est vraiment en général, mais je pense que tout conseiller a ce type, en tous les cas, de plan dans sa tête. Voilà, j'identifie l'attitude de la personne et j'adapte ma posture. La personne peut s'isoler. Effectivement, je peux me sentir affecté par l'attitude distante de la personne en entretien. Je peux couper la relation par crainte de la difficulté. De me mettre en difficulté et de mettre en difficulté la personne aussi. Si la personne s'isole, c'est peut-être à lutte contre son anxiété, comme on a pu voir effectivement, comme disait Marjolaine, un trouble, quelqu'un qui a un trouble effectivement anxieux va effectivement essayer de s'isoler. En entretien, elle ne va pas être effectivement dans une dynamique d'échange en entretien. Et on va pouvoir des fois inconsciemment, vu qu'ils viennent sur l'aspect professionnel, ils vous êtes effectivement des conseillers de l'emploi, des référents emploi, on va travailler sur, vos questions vont effectivement être sur l'emploi et on va alimenter cette anxiété inconsciemment en lui posant des questions. Est-ce qu'elle a pu faire des démarches? Est-ce qu'elle a fait son CV? Est-ce qu'elle a envoyé des candidatures? Est-ce qu'elle a pu effectivement répondre à des simulations d'entretien? On va effectivement alimenter cette anxiété au fur et à mesure effectivement de l'accompagnement. Ouais. Et c'est pour ça, éviter, là, ne pas renoncer à ses projets, échanger avec ses proches à un moment donné. Proposer aussi des actions d'activer des réseaux, lui permettant de la soutenir et de se mobiliser au niveau quand elle s'isole. Et quand elle s'isole, c'est se dire, sur les prochains entretiens, effectivement, je vais peut-être travailler, mes entretiens vont s'orienter plus comment elle vit ça chez elle. Est-ce qu'effectivement, elle est en capacité de sortir? Est-ce qu'elle sort plus? Ou des fois, moi, les personnes ils me disent, vous savez, monsieur Lucien, depuis le dernier rendez-vous, la seule personne que j'ai pu voir, c'est vous. Moi, ça me donne des éléments en me disant, est-ce qu'aujourd'hui, on est sur de l'accompagnement professionnel? Est-ce que je ne vais pas être générateur, en tous les cas, de difficultés supplémentaires? Et ça permet de pouvoir, moi, et je leur dis à ces personnes-là qui s'isolent, je dis, aujourd'hui, reprenez peut-être contact avec votre médecin généraliste quand il n'y a pas de suivi spécialisé en place. Il y a beaucoup de gens quand même qui ont un généraliste médecin traitant. Je leur dis, prenez contact avec le généraliste pour pouvoir évoquer ces sites d'isolement qui me semblent en tous les cas importants et qui entraînent une souffrance. La personne a une perception de la réalité altérée. Voilà, en entretien, il peut m'arriver de contredire sèchement la personne. Je peux ne pas comprendre sa façon de voir et imposer, en tous les cas, mon interprétation. Après, vous pouvez lui apporter d'autres réponses en respectant son interprétation et en adaptant effectivement le discours. Je pense que c'est le discours qui va être important d'adapter par rapport à ces situations. Moi, je leur dis, évidemment, vous êtes en droit de penser cela. Sur ce point, je vois les choses, moi, peut-être différemment. Quand on parle d'une personne à une perception de réalité altérée, ça veut dire qu'à un moment donné, son discours, on va voir qu'il est complètement en décalage vis-à-vis, il va venir sur un projet pro, même si quelqu'un que vous voyez régulièrement, vous n'avez pas de souci particulier, puis d'un seul coup, au bout d'un mois, le troisième entretien, son discours, il est complètement il est altéré. Vous vous dites, mince, c'est pas quelqu'un que je connais, et vous vous interrogez. L'objectif, ce n'est pas d'essayer de la ramener dans une réalité, parce que ça va être difficile de la ramener dans une réalité, c'est de pouvoir effectivement de prendre note le jour effectivement de l'entretien. Si vous sentez que ça part vraiment dans tous les sens, nous, ce qu'on fait, et moi, ce que je fais en tant que CIP, c'est qu'effectivement, je dis aujourd'hui, peut-être qu'on va s'arrêter là, parce qu'aujourd'hui, je sens que c'est un petit peu compliqué de pouvoir échanger. On repositionne un rendez-vous à 8, 10 jours, 15 jours. La personne revient et si elle est mieux, je reprends l'ancien entretien en disant, le dernier entretien, alors l'objectif, ce n'est pas de rentrer et de jouer au psychologue, au médecin psy ou à l'infirmier, c'est se dire, le dernier rendez-vous, j'ai été un petit peu, c'était compliqué, je sentais que ça partait un petit peu dans tous les sens au niveau de l'entretien. Est-ce que vous étiez peut-être sur une mauvaise période, vous avez vécu c'était un peu compliqué pour vous, au moins de reprendre ça avec la personne.
Et là, à ce moment-là, peut-être que la personne va vous emmener des éléments qui seront en disant, là, je m'interroge en tous les cas sur une fragilité ou sur une difficulté peut-être psychologique ou psychique. Mais ça permet en tous les cas d'identifier que par moment, la personne peut dérailler ou avoir un comportement un peu bizarre en entretien. Dans l'objectif de se dire, et moi je leur dis régulièrement, je vais essayer en tous les cas, dans mon intervention, je vais essayer de donner des exemples d'entretiens qu'on peut avoir sur le premier accueil. Et moi je leur dis, est-ce que vous avez déjà parlé avec votre médecin? Est-ce que votre médecin traitant est informé que par moment, vous pouvez avoir des périodes plus difficiles que d'autres? Moi, j'oriente vraiment à un moment donné vers le médecin traitant, s'il y a médecin traitant ou médecin psychiatre, si on est informé d'un suivi spécialisé. Effectivement, la personne a de l'angoisse ou des idées noires. En entretien, je peux formuler des reproches, avoir des jugements ou faire des comparaisons. Quand on dit effectivement comparaison en disant effectivement là il faut faire ceci, il faut sortir, on a tendance effectivement sur des idées noires et puis sur des moments d'angoisse, de dire je peux penser que c'est une question de volonté en disant il y a besoin de faire du sport. Moi, l'expérience et les retours des personnes que j'ai, ils me disent c'est pas ce qu'on a envie d'entendre, c'est qu'à un moment donné ils me donnent un discours avec des idées noires et moi je vais m'autoriser effectivement à leur poser la question, quand ils me parlent d'idées noires, en tous les cas, ça me résonne, et je leur pose la question, est-ce que vous avez pensé même à passer à l'acte? Je m'autorise, en tous les cas, à leur poser cette question-là. Ils répondent dans l'instant T ou ils ne répondent pas, mais à 90%, les personnes ils me répondent en me disant non, voilà, j'ai des idées noires, je ne vais pas bien, je n'ai pas d'envie, j'ai plus d'envie, mais en tous les cas, je n'ai pas envie de passer à l'acte. Des personnes qui me disent, moi, effectivement, des fois, ça me traverse l'esprit. Là, effectivement, j'essaye de réorienter. Alors, c'est une des préconisations, mais j'essaye de réorienter effectivement sur leur médecin généraliste. En tous les cas, parce que ça me questionne, en tous les cas, de repérer. Et là, peut-être de remettre, en tous les cas, des repères fixes en fonction, effectivement, de votre capacité d'accueil et de procédure dans vos structures. Nous, c'est ce que j'essaie de garder en lien, même si je pense que ces personnes aujourd'hui ne sont pas en capacité d'aller au travail, de réfléchir à un projet professionnel. J'essaye de garder en tous les cas le lien quelques temps. Et je leur dis, on va garder un peu le lien sur quelques temps. Des fois, c'est sur un trimestre, avec des rendez-vous quand même beaucoup plus réguliers. Et là, je vais adapter ma posture, le lieu et l'endroit en disant, aujourd'hui, le rendez-vous, ça serait plus quoi? Plus le matin, plus l'après-midi, où il y a peut-être moins de monde dans les transports en commun. Et voilà. Et pouvoir après accompagner cette personne-là, qu'elle puisse reprendre contact avec son médecin généraliste. Je ne veux pas jouer au psychologue non plus, mais pour voir si la personne arrive à reprendre contact, en tous les cas, avec son médecin généraliste. Ouais. Et voilà, et comme je disais, évoquer de faire du lien avec le soin. Et voilà, mais à un moment donné, je n'irai jamais l'emmener, monter dans ma voiture pour l'emmener aux soins. Je vais lui dire qu'il y a des urgences effectivement psy, qu'il y a son médecin traitant qui peut être présent, peut effectivement se faire aussi aider par la famille aussi pour l'accompagner au niveau du soin. Voilà, on va lui préconiser un certain nombre d'éléments, mais on va occulter l'aspect professionnel. La personne a un comportement inadapté, je peux élever la voix et chercher à prouver que la personne a tort. Je peux réagir de manière impulsive. C'est des choses, effectivement, si on reste humain en tant que conseiller d'insertion professionnelle et puis en tant qu'humain, on n'a pas je ne suis pas une machine qui voit du monde et puis qui sont en capacité de me contrôler en permanence. Et des personnes, effectivement, sur un comportement inadapté, nous, en général, ce qu'on fait par rapport, en tous les cas, par rapport à ce type de comportement, alors on essaie au maximum de garder son calme. On ne focalise pas sur le comportement inadapté. On ne va pas effectivement lui dire, là, ce n'est pas adapté. On va effectivement essayer de recentrer nos échanges sur son projet et ses besoins. Et là, à un moment donné, sur un comportement, là, je vais ramener le projet professionnel. Et dans mes entretiens, je lui dis, effectivement, vous venez aujourd'hui au niveau du service app par rapport à un projet professionnel. Je suis, moi, conseiller d'insertion professionnelle. Et là, je ramène l'aspect professionnel et le projet professionnel. Des fois, ça peut permettre, effectivement, de pouvoir faire descendre un peu la pression sur un comportement où vous sentez que ça peut partir, entre guillemets, en cacahuète dans l'entretien. En cas de comportement vraiment transgressif, en fait, alors moi, je sens que ça va partir effectivement sur des personnes où vous savez que
ça peut partir un comportement adapté avec une agressivité. On accompagne ces personnes-là et on reçoit ces personnes-là en entretien individuel que si ma collègue est présente dans son bureau. On ne reçoit jamais des gens seuls dans le service, sachant que là, il peut y avoir un facteur d'agressivité. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a mis en place, nous, au niveau du service, on a des sonnettes dans nos bureaux, effectivement, ça sonne. Le service est informé, le siège aussi, que les services supports sont informés que dès qu'ils entendent la sonnette, ça veut dire qu'il y a un souci dans un bureau et les gens viennent effectivement descendre pour voir ce qui se passe. Ces personnes-là, ils peuvent être vues à deux. Ça veut dire qu'à un moment donné, sur le premier accueil, vous sentez qu'il y a une agressivité. Le prochain rendez-vous, vous pouvez lui dire la prochaine fois, je vous verrai avec ma collègue. Vous prévenez la personne que vous serez en binôme. Il y a effectivement double regard. C'est sécurisant pour vous et laisser cette personne-là, effectivement, à un moment donné, le choix de quitter le bureau aussi si ça ne va pas. Ça veut dire que sur le comportement inadapté, là, on est plus sur effectivement l'ergonomie au niveau de nos bureaux. Moi, mes bureaux, il est fait qu'à un moment donné, je puisse sortir rapidement. La personne aussi. C'est des petites techniques, mais ça peut être sécurisant. Si vous êtes enfermé derrière un mur avec une personne effectivement agressive, vous n'avez pas de solution. La seule solution, c'est de se mettre vous inversez effectivement les rôles, vous avez une sortie, la personne sortie, c'est sécurisant pour tout le monde. C'est juste des petits liens, mais on peut avoir effectivement des personnes qui peuvent être impulsives et savoir comment gérer. La personne est ailleurs ou ralentie, alors on peut être effectivement être agacé, se montrer, on peut être aussi irrité. Je peux donner l'impression d'être pressé, lui couper la parole, finir ses phrases. Nous, ces personnes-là, effectivement, alors ce n'est pas de la mauvaise volonté pour ces personnes-là. Et là, par rapport aux différents troubles qu'a pu évoquer Marjolaine, des personnes effectivement qui peuvent être effectivement sur un état dépressif, sur un état d'anxieux, sur effectivement ou des troubles effectivement peut-être plus au niveau des personnes un petit peu troubles psychotiques, ou rester des fois inactifs, où il n'y a pas d'interaction, parce que l'interaction des fois c'est compliqué, on peut être agacé. Et même nous, ça veut dire que ces personnes-là, en priorité, on les met effectivement, quand on a pu voir ce premier entretien, que ça va être des entretiens qui vont être compliqués, qui vont nous demander de l'énergie, parce que la personne, elle ne va pas être dans l'interaction. On va poser une question, elle va répondre par des phrases courtes. Et si on laisse un blanc de 10 minutes, il peut y avoir un blanc de 10 minutes. Ça veut dire que peut-être prévoir ces rendez-vous plus le matin, où on a effectivement un peu plus d'énergie, et moins en fin de journée ou l'après-midi, où là, on a une matinée dans les pattes, pour un peu qu'il y ait eu des entretiens un peu difficiles, on va être moins, effectivement, en tous les cas, moins calme et moins réactif au niveau de ces personnes-là. Mais partez effectivement du principe, parce que moi, je l'ai fait à plusieurs reprises, sur des personnes en entretien qui vont vous répondre par des phrases très courtes, par des oui, par des non. Non, quand je pose des questions, votre parcours professionnel, moi, j'ai très peu de professionnels, très peu de parcours. Et la phrase, il va s'arrêter. Et j'ai tenté une fois de rester 10 minutes en les regardant, en prenant mon crayon, en naviguant. Et puis au bout de 10 minutes, j'ai repris, j'avais même mis mon chronomètre. Et au bout de 10 minutes, j'arrête. Et je pose la question à la personne, je dis, ça vous a gêné ce blanc? Elle me dit, non, je vous voyais avec votre crayon. Ça ne m'a pas gêné particulièrement. Et ça, en entretien individuel, vous pouvez avoir effectivement ce type de personne. Et ça fait partie des contraintes, effectivement, ça fait partie des contraintes de la maladie où ils peuvent rester 10 minutes, un quart d'heure, vous regardez fixement sans échange. Et je leur dis, est-ce que vous savez que ça fait partie des contraintes du handicap et que ça peut être effectivement mal interprété en entretien sur un centre de formation, un poste de travail? Parce que là, je vous dis ça parce que j'ai une personne qui avait un niveau Bac plus 3, qui a travaillé à Paris dans le domaine de l'informatique, des compensations, et puis ces troubles se voyaient par des blancs comme ça, pas envie de discuter, pas envie de parler. Alors, elle est à l'écoute, elle voyait ce qui se passait autour d'elle, il n'y avait pas d'impact intellectuel, comme disait Marjolaine, en tous les cas, sur sa capacité intellectuelle, mais elle pouvait rester comme ça 10 minutes sans parler. Alors, je lui ai posé la question, parce qu'on travaillait sur les contraintes de handicap, comment elle pouvait amener ces contraintes de handicap à un poste de travail? Et elle me dit, je ne sais pas, elle me dit, moi j'ai mes 2 bras, j'ai mes 2 jambes, je suis en capacité de travailler,
d'être dans un collectif, et le collectif ne la mettait pas en difficulté. Mais je lui dis, l'aménagement de votre poste, c'est ça, c'est d'expliquer quand vous serez à un poste de travail, peut-être de dire, moi aujourd'hui, il n'y a pas d'aménagement ergonomique, mais je peux rester à la salle de pause, je peux rester sur un environnement, sur le temps du midi, où je peux discuter, manger avec quelqu'un, mais pas discuter. Parce que l'échange, pour moi, ce n'est pas important. Je vais échanger professionnellement, mais je ne vais pas échanger, effectivement, de la vie de tous les jours. Et je lui dis, ça veut dire que vous pouvez rester pendant une heure de repas avec une personne en face à face, sans discuter. Elle me dit oui. Si la personne va me parler, je vais lui répondre brièvement, mais je ne vais pas enclencher la discussion. Alors, je lui dis, vous savez que quand les gens ne sont pas informés, en tous les cas, des tenants et des aboutissants, ça peut être interprété différemment. Alors, elle me dit, je n'avais pas pensé à ça. Là. Et je lui dis, oui, vous mangez qu'une collègue, vous ne parlez pas. Elle va dire, vous êtes hôtesse, vous avez envie de discuter, vous vous sentez au-dessus des autres. Mais si vous expliquez ces contraintes-là à un collectif proche en disant, moi, je suis reconnu en situation de handicap, mes contraintes et l'aménagement, c'est ça, c'est que je ne vais pas être dans la communication comme moi je peux l'être quand je mange avec mes collègues. Et quand les gens sont informés de cet aménagement de poste, ça peut effectivement donner un plus en tous les cas et mieux comprendre en tous les cas comment vous fonctionnez. L'objectif, ce n'est pas de dévoiler le secret professionnel, mais c'est de dire comment vous fonctionnez sur un collectif. Et une fois que c'est dit, ça passe. Et la personne, effectivement, m'a dit, j'avais pas en tous les cas cette notion que ça pouvait être interprété différemment. Et sur la personne est ailleurs, l'inaptitude, l'isolement, tout ça, c'est des points qu'on va travailler, nous, en entretien individuel, en face à face avec les personnes pour qu'ils puissent avoir des éléments par rapport, en tous les cas, à l'aménagement d'un poste pour des personnes en situation d'handicap. C'est pour ça que sur ces personnes où on peut être agacé, effectivement irrité, ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est qu'il y a une lenteur aussi, c'est une manifestation du handicap. Et on voit bien qu'en entretien, des fois, on pose une question, la personne, il y a un temps de réflexion, et effectivement, elle va donner effectivement la réponse. Là, on est vraiment sur des fois une altération effectivement de la maladie psychique fait qu'il y a l'information, il y a le traitement dans sa tête et il y a le retour. Il peut y avoir un décalage au niveau du retour de l'information. Et ça, c'est des aménagements effectivement sur des postes de travail en formation professionnelle, où là, ils peuvent être très vite dépassés par cette information ou sur un plan de formation professionnelle, on va diffuser en permanence, on va lui diffuser de l'information, des consignes, et le traitement, il ne va pas se faire aussi rapidement que moi. Ça veut dire qu'à un moment donné, ça va être de pouvoir compenser cette masse d'informations qu'on va pouvoir lui donner sur un centre de formation au niveau de ces personnes-là. Après, c'est d'essayer d'être patient, à lui proposer des agendas. Nous, voilà, on voit bien que avec ce type de personnes, des fois, moi, je mets des objectifs dans les rendez-vous. Je dis, la prochaine fois, on va plus axer nos entretiens sur tel objectif, sur tel axe. Et des fois, ce n'est pas un objectif, un entretien que pro. On va dire, peut-être que la prochaine fois, on va bien identifier. Vous me dites que vous êtes personne en situation de handicap, vous avez la reconnaissance de travailler, en tous les cas, comment on peut aménager le poste. Qu'est-ce qui va vous mettre effectivement, qu'est-ce que vous allez aimer en entreprise et qu'est-ce qui va pouvoir vous mettre en difficulté à un moment donné sur un poste de travail. Et on va essayer de cibler effectivement les contraintes du handicap et l'aménagement du poste. Ça va être développé après l'aménagement du poste de travail. Peut-être juste avant de poursuivre, je ne sais pas si ça suscite pour vous des questions ou des remarques. Je vous rappelle, n'hésitez pas à réagir dans le chat et puis on relaiera aux intervenants vos remarques, vos questions. Donc, n'hésitez pas. Oui, parce que je pense que au niveau de l'entretien, le service SEAP, l'association psychiatrique, on sait quand les personnes arrivent que c'est pour un trouble psychique, effectivement, ou avec une difficulté ou une fragilité psychique, mais on accompagne des bénéficiaires, effectivement, du RSA où ils ne sont pas du tout connus par les services de soins psychiatriques. Des fois, ils n'ont plus de médecin généraliste ou juste uniquement un médecin généraliste. On a une demande d'un référent de parcours, de l'unité emploi, du PUI ou même des fois des pôles emploi. On a quelques éléments. Ça veut dire qu'on accueille la personne peut-être comme vous et comme vous l'accueillez, sans connaissance d'un trouble psychique. Ça veut dire qu'à un moment donné, on va pouvoir nous s'autoriser en tous les cas, et là je viens effectivement, j'accompagne et je m'interroge, on va pouvoir effectivement s'autoriser
à aller chercher de l'information? Comment dépasser ce que je n'ose pas dire, effectivement, en entretien? Ça me semble effectivement important. Alors là, je vais vous les donner effectivement un peu dans le désordre, hein, je reviendrai. Effectivement, suis-je capable de l'accompagner? Puis, je posais la question de la maladie, du traitement et des hospitalisations. Son projet est-il réalisable? Comment puis-je aider quelqu'un qui ne communique pas? Et comment puis-je instaurer un climat de confiance? Je crois qu'il y en avait plus. Suis-je capable de l'accompagner? On s'interroge beaucoup. Hein, et là, je vais prendre un exemple très concret d'une situation qu'on a eue. On a eu une demande de motivation. Hein, à l'époque, c'était motivation de CFP Presqu'île, un des deux. Il y a à peu près 2 ans de ça, parce que je l'ai vraiment bien en tête. Hein. C'était quelqu'un qui était suivi par motivation depuis 6 mois. La référente de motivation savait que cette personne-là était en situation de handicap, hein, avec une reconnaissance. Hein, la personne, effectivement, au démarrage, elle avait dit avec une dépression, parce que 80%, quand il parle de handicap psy, c'est une dépression. Il dit, voilà, j'ai un état dépressif. Moi, en tant que conseiller, c'est ce que j'ai comme retour. Et puis là, on a été sollicité 6 mois après d'accompagnement par motivation, parce que la personne m'a dit, non, je n'ai pas une dépression, j'ai une schizophrénie. Et là, la référente a sollicité dans la demi-heure le service EAP, m'a envoyé un mail en me disant, oui, monsieur Huissière, est-ce que vous pouvez m'appeler? Ça fait 6 mois qu'on a quelqu'un, là, elle vient me dire qu'elle a une schizophrénie. Et j'ai senti un état de panique, effectivement, quand j'ai échangé avec la personne. Et à un moment donné, je lui ai posé la question, hein, je lui ai dit, mais les premiers 6 mois, parce que là, elle me dit, oui, non, il faut que vous l'appreniez, c'est un trouble psychique, c'est vous qui allez l'accompagner. Alors, je lui dis, pourquoi pas? Je dis, je vais vous poser quelques questions quand même. Je dis, les premiers 6 mois, comment ça s'est passé? Parce que c'était sur un collectif, 12 personnes, avec des temps de collectif, des temps individuels et des temps perso pour travailler son projet pro. Et elle me dit, ça s'est bien passé. Je lui dis, c'est quoi son projet? Alors, elle avait un projet qui était bien identifié. Et puis, je lui dis comment ça se passe en collectif. Est-ce qu'elle a des comportements inadaptés? Est-ce qu'il y a des trucs bizarroïdes? Est-ce que il y a une agressivité dans le collectif? Elle me dit non, ça s'est bien passé. Les entretiens individuels que je fais avec elle, ça se passe bien. Elle suit ses éthiques. Et à la fin, je lui dis, mais qu'est-ce qui fait que vous me l'orientez? Je dis, c'est pas que je veux pas, mais qu'est-ce qui fait que vous me l'orientez au niveau du service? Parce qu'elle me dit, elle m'a dit qu'elle était schizophrène, quoi. Je dis oui, comme quelqu'un qui a un diabète, comme quelqu'un qui a une fibromyalgie, comme quelqu'un qui a un handicap effectivement moteur. Je lui dis là, pendant 6 mois, vous l'avez accompagné, ça se passait bien, parce qu'elle vous a dit qu'il y avait une dépression. Là, aujourd'hui, il y a une schizophrénie, vous dites, voilà, en plus, voilà, elle vous a dit son diagnostic. Mais je dis aujourd'hui, je pense que c'est quelqu'un qui est stabilisé, qui est quelqu'un qui a un traitement, qui a un projet professionnel, ça se passe bien avec vous, elle vous fait confiance. Je ne vois pas pourquoi moi, je vais être mieux que vous, je ne vais rien apporter de plus que ce que vous avez fait. Et je suis capable de l'accompagner. Il y a beaucoup, effectivement, de personnes qui se disent, non, ce n'est pas pour nous parce qu'il y a une difficulté, un trouble psychique. J'ai pu sécuriser, effectivement, le référent de parcours. Je lui dis, s'il y a vraiment un comportement inadapté, vous pouvez nous solliciter, mais je ne la prendrai pas en charge. Je viendrai avec vous et vous pourrez en parler avec la personne. Et je n'ai jamais eu de nouvelles de cette personne-là. Et j'ai pu sécuriser la référente de motivation ou Cap Emploi, CFP Presqu'île, je ne sais plus si c'était un des deux, et je n'ai jamais entendu parler de cette personne-là. Ça veut dire qu'en donné, je suis capable de l'accompagner, oui, sauf effectivement à un moment donné, mais comme nous, en tant que service spécialisé, si quelqu'un a une schizophrénie et puis qui part dans tous les sens, qui est très délirant et qui entend des voix et qui saute partout, même nous, en tant que service spécialisé, ce n'est pas notre rôle et on va la réorienter sur un service médical. Et là, à ce moment-là, on ne va pas l'accompagner. Mais une personne qui a effectivement un trouble psychique avec un suivi, un traitement qui est stabilisé, l'objectif, c'est de pouvoir, nous, ce qu'on va essayer de travailler à un moment donné, ça va être les contraintes et l'aménagement du poste, personne en situation de handicap. Après, puis-je poser la question de la maladie, du traitement, des hospitalisations? Moi, en tant que CIP, je m'autorise de la poser. Je m'autorise, effectivement, c'est plus pour savoir si la personne a une connaissance. Il y a des personnes, aujourd'hui, quand je pose la question, et ma collègue Jacinthe Danet, qui est conseillère en insertion, pose la question aussi au niveau des personnes. Et moi, je leur dis, alors je ne leur pose pas effectivement de but en blanc, je dis, est-ce que vous avez, moi j'y vais, est-ce que vous avez des suivis spécialisés? Spécialisés, c'est très large. La plupart du temps, des fois, ils me disent, qu'est-ce que vous entendez, suivi spécialisé? Est-ce que j'ai un dentiste? Est-ce que j'ai un neuro? Alors, je lui dis, oui, ça peut être
Là, et je leur réponds, là aujourd'hui, vous venez effectivement au niveau du service CA parce qu'on a une spécificité par rapport à une fragilité psychologique, mais est-ce que vous avez effectivement un suivi effectivement pour les yeux dans la phrase, je ramène, ça peut être un suivi psychologue, un suivi médecin psychiatre. Est-ce que vous avez déjà été à plusieurs reprises hospitalisé aussi? Et quand je parle d'hospitalisation, je suis large. Mais moi, ce qui va m'intéresser, si elle me dit oui, bah, j'ai un suivi médecin psychiatre, j'ai été hospitalisé à plusieurs reprises et j'ai un traitement. Alors, je ne vais pas aller chercher le nom du traitement parce que, je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmier ni psycho. Mais ce qui va m'intéresser, je dis est-ce qu'aujourd'hui, vos traitements vous stabilisent? Et les personnes me disent oui, me stabilisent. La deuxième question que je vais poser, est-ce qu'avec vos traitements, vous avez des effets secondaires en termes de fatigabilité? Et là, j'ai posé vraiment des questions très basiques. Est-ce que vos traitements, des fois, je leur dis, ça peut jouer sur le champ cognitif, sur une altération, sur votre mémorisation, sur un état de fatigue un peu plus important? Ils me disent, oui, effectivement, j'ai un traitement qui me fatigue un peu plus. Ça veut dire que j'ai besoin de plus de repos. Des fois, j'ai un peu de perte de mémoire. Alors, je ne vais pas effectivement dire qu'il y a besoin d'un bilan neuro, mais je vais prendre ça en compte dans l'accompagnement professionnel. Ça veut dire qu'à un moment donné, dans son parcours professionnel et dans mes entretiens professionnels, je sais qu'il peut y avoir une fatigabilité un peu plus importante. Je sais qu'à un moment donné, sur du passage de consignes, elle peut oublier certaines consignes. Je sais qu'à un moment donné, sur l'attention et de la compréhension, ça peut venir impacter l'accompagnement professionnel, notamment sur un plan de formation où ils vont être en formation des fois du lundi au vendredi, avec une masse d'informations à retenir qui va venir les impacter. Et voilà. Et là, il va falloir peut-être trouver des aménagements par rapport, en tous les cas, à ce type de formation ou dans son parcours professionnel. Mais je vais aller effectivement me renseigner par rapport à tout ça. Et des hospices, ça donne en tous les cas des notions dans son parcours de vie. Mais moi, je m'autorise, en tous les cas, à aller chercher de l'information sur ce registre-là. Et il y a même des personnes qui me disent, et d'entrée de jeu, sans que je pose la question, voilà, moi j'ai une reconnaissance, monsieur Mussière, par rapport à une schizophrénie. Et ça nous arrive assez régulièrement. Ou par rapport à une bipolarité, ou par rapport à un trouble effectivement psychique. Voilà. Mais ça me donne en tous les cas des indications en disant, voilà, trouble psychique, je sais que c'est un handicap invisible, et c'est vraiment des mots très simples que j'utilise. Handicap psychique, voilà, ça veut dire que sur un poste de travail et d'entrée de jeu, même sur le premier entretien, je dis, voilà, vous me dites que vous avez une reconnaissance pour un trouble psychique, ça veut dire que demain, je dois effectivement vous amener ou vous présenter un poste de travail, vous m'autoriser à pouvoir évoquer votre situation de handicap, la question que va me poser le monde de l'entreprise, comment j'aménage votre poste? Est-ce que vous connaissez l'aménagement de votre poste de travail? La plupart, ils me disent, à plus de 50%, ben non, c'est un trouble psychique, je ne vois pas comment aménager mon poste de travail. Alors, on ne travaille pas sur le premier entretien, mais ça veut dire que moi, dans mes entretiens que je vais suivre, je vais me dire, là, il y a besoin, en tous les cas, de travailler l'aménagement du poste de travail. Est-ce qu'elle a une connaissance de sa maladie? Est-ce qu'elle connaît sa maladie? Plus ils ont une connaissance, mieux, effectivement, ils sont en capacité de dire, bah là, moi, sur telle situation, je vais être, effectivement, ça va me mettre mal à l'aise. Sur telle situation, je vais trouver, en tous les cas, une stabilisation. Là, effectivement, sur un poste de travail, si on me met sur un collectif, sur un plateau, je vais être en difficulté. Si on me met effectivement au téléphone, je vais être en difficulté. Si on me change trop souvent d'horaire, je vais être en difficulté. Moi, je suis très friand, en tous les cas, de ces informations, parce que ça va me donner des indications dans l'accompagnement professionnel. Ça veut dire qu'à un moment donné, pour pouvoir avoir une stabilisation au niveau professionnel, il va falloir éviter ça, ça et ça. Pour pouvoir stabiliser votre poste de travail, il va falloir peut-être effectivement mettre ça, ça et ça en place. Ce qui veut dire que c'est, et là je reviens sur son projet est-il réalisable, ça va me donner des indications si au démarrage elle a un projet et s'il est réalisable. En fonction de ça, on va pouvoir après avancer avec la personne vers son projet professionnel. Exemple, et là je viens sur son projet est-il réalisable, c'est qu'on a des personnes avec des parcours 20 ans d'activité professionnelle dans le milieu ordinaire. Comme dit effectivement Marjolaine à un moment donné, le diagnostic n'a pas été donné tout de suite. La personne a pu passer à travers les mailles du filet, pas de suivi médecin-psychiatre particulièrement, pas de suivi effectivement, pas de traitement, juste un suivi des fois par le médecin généraliste, où il y a des traitements, on a ça en entretien, et le diagnostic il n'a jamais été posé, là notamment sur une personne, un commercial qui nous a été orienté à l'époque par le Cap Emploi,
avec une reconnaissance. Et en reprenant son parcours pro, un commercial qui a travaillé presque entre 15 et 20 ans, avec de très bons salaires, il n'a jamais eu de période de chômage. Mais quand je reprenais son parcours, son CV, on sentait que c'était 1 an et demi, 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, 3 ans. Maximum, c'était 4 ans dans la même entreprise. Bon, en tant que commercial, je me suis dit, voilà, vous avez bougé parce que, effectivement, vous étiez mieux payé ailleurs. Les commerciaux, en général, c'est ça. Oh, il me dit non, pas particulièrement. Il dit des fois, c'est les entreprises qui mettent un terme. C'est moi qui mettais un terme parce que. Et je me suis interrogé. Je me suis dit, est-ce que vous sentez, est-ce que vous avez pu en parler avec le médecin, votre médecin généraliste? Il m'a dit, à l'époque, oui. Et puis, il m'a envoyé vers un médecin psychiatre parce que le médecin généraliste avait pensé effectivement à une fragilité psychologique. Et le médecin psychiatre, il a effectivement dit que j'avais une bipolarité. Et c'est la personne, à les propres mots, me dit, voilà, j'ai une reconnaissance par rapport à une bipolarité. Et aujourd'hui, la plupart des orientations professionnelles, on l'orientait effectivement vers des postes effectivement de commerciaux. Ce qui est assez logique, hein. Une expérience de 20 ans, une capacité de travailler effectivement de lien aux autres, et c'est ce qu'il recherchait. Il avait un traitement, il était stabilisé, mais il dit, on m'oriente là et ça ne tient pas particulièrement. Et son projet, voilà, il souhaitait vraiment aussi de revenir dans le domaine. Et je pense qu'aujourd'hui, on vous a diagnostiqué en tous les cas de bipolarité. Vous avez des compétences en tous les cas de communication, de relation à l'autre. Est-ce qu'il ne faut pas retravailler votre projet et peut-être garder le projet en lien avec des personnes, mais peut-être plus sur un comptoir, plus effectivement en vente dans un magasin spécialisé, sur effectivement de la logistique où vous gardez le lien avec les personnes, pas en permanence. Vous n'avez pas de vente directe à faire, vous n'avez pas d'objectif professionnel à mettre en place, ce qui va vous permettre de garder des postes de travail. Et ce monsieur-là, on a pu effectivement retravailler le projet. Ça veut dire qu'au démarrage, quand il est arrivé chez nous, c'était commercial. Je retourne dans le domaine du commercial. Et sorti effectivement, où on a travaillé avec la personne entre 6 et 9 mois, on l'a réorienté sur un projet de formation effectivement logistique comptoir, en formation voilà, où il n'est pas en permanence derrière son comptoir. Il voit du monde parce qu'il a besoin du contact humain. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui bosse. Ça veut dire qu'à un moment donné, son projet, quand il est arrivé au niveau du service CEAC, il n'était pas réalisable. Hein. Ou oui, mais ça ne tenait pas dans le temps. Et moi, je lui dis, l'avantage, c'est que vous travaillez tout de suite 1 an, 2 ans, 6 mois, et ça s'écroule à fur et à mesure, ou on retravaille un projet et ça tient dans le temps. Il a dit, aujourd'hui, ça me fatigue un petit peu de ne pas tenir un poste de travail en permanence. Je préfère aujourd'hui avoir un CDI, me maintenir sur un poste et que ça soit stable. Il a choisi effectivement une stabilité un peu plus importante. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, j'ai demandé effectivement il y a 1 an et demi ça pour savoir parce que des fois on n'a plus de lien avec les personnes. Bien non, c'est quelqu'un qui travaille, qui est stabilisé et puis que ça fonctionne. Ça veut dire qu'à un moment donné, on va travailler avec son projet. Est-ce qu'il est réalisable ou réalisable? Des fois, on voit tout de suite qu'il n'est pas réalisable en fonction, mais on ne va pas le dire d'entrée de jeu. On va aussi amener la personne à avoir une réflexion dans son projet pour dire, voilà, il faut peut-être que je change mon fusil d'épaule. Et ça peut fonctionner. Comment puis-je aider quelqu'un qui ne communique pas? Alors, si j'avais la solution, tout de suite, je vous la donne. Il n'y a pas de souci particulier. Nous, sur ce type, effectivement, il y a des personnes qui ne vont pas communiquer, comme je disais, parce que ça vient vraiment des contraintes du handicap et de la maladie, comme la personne là, qui venait de la région parisienne avec Bac plus 4, plus 3, plus 4 en ingénieur informatique, où là, quand elle a une décompensation, et on voit bien l'entretien, où là, la communication, ça va être des entretiens assez courts. Ça veut dire que je vais aller à l'essentiel. C'est quelqu'un qui est assez stabilisé, je vais aller à l'essentiel. Et là, je vais travailler uniquement que sur l'aspect professionnel, sur la technique de recherche d'emploi. Je vais juste lui préconiser, lui donner des outils par rapport à l'aménagement du poste, à comment effectivement elle peut mieux se sentir effectivement sur un poste de travail. Je reviens juste par rapport à cette personne-là, parce que moi, je lui dis, un des risques, si vous ne communiquez pas l'aménagement, vous ne communiquez pas votre aménagement de poste, vous pouvez vous faire isoler au niveau du collectif. Aujourd'hui, le collectif, on peut très vite l'isoler, parce qu'il peut y avoir une interprétation de votre façon d'être en entreprise. Si vous êtes isolé en permanence, vous ne discutez pas, vous n'allez pas aux pauses, vous n'allez pas le repas du midi, et vous informez pas que ce n'est pas que vous ne voulez pas, c'est que vous ne sentez pas le besoin de pouvoir aller discuter. Comme nous, des fois, on ne ressent pas le besoin de discuter avec nos collègues, mais elle, ce n'est pas le besoin du matin au soir, sauf sur l'aspect technique.
comme je disais, elle est en capacité de pouvoir assister à une réunion, de travailler sur le technique, mais elle n'est pas en capacité de parler de son week-end. Ça, pour elle, ce n'est pas possible. Et là, effectivement, sur cette communication-là, là, c'est plus travailler avec ces personnes en disant, voilà comment vous pouvez communiquer en entreprise et des entretiens assez courts. Sur des personnes, effectivement, où il faut aller effectivement chercher l'information, fonctionne des fois en binôme. Ça permet en tous les cas de moins nous prendre d'énergie, d'avoir un regard effectivement aussi de la collègue et diviser un petit peu la charge aussi, une charge émotionnelle même pour nous, parce que là, ça nous prend quand même beaucoup d'énergie. Et là, on est vraiment, des fois, on est sur du temps. Là, il faut se dire effectivement que par rapport à l'ensemble des personnes en situation de handicap psy ou pas, le travail des fois qu'on peut faire le 2 janvier, il peut être effectivement, on va pouvoir voir les résultats que 2 mois, 3 mois après. Tout ce qui est acquis, c'est acquis, mais c'est peut-être pas nous qui allons le voir. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut qu'on se dise, bah là, le travail qu'on fait, c'est pas inutile, c'est pas un coup d'épée dans l'eau, c'est pas, on va pas user de la salive pour rien. C'est-à-dire que les personnes quand même emmagasinent de l'information et c'est peut-être un autre partenaire, une autre structure. Nous, on voit bien quand on travaille avec les Cap Emploi sur le marché PASS, les prestations d'appui spécifiques, on va travailler pendant 2, 3, 4, 5, 6 mois avec la personne. On va redonner, même si aujourd'hui on pense que l'emploi n'est pas tout de suite, on va préconiser des éléments à la personne et au référent de parcours. Et c'est le Cap Emploi qui va prendre le relais et peut-être que c'est le référent Cap qui va voir les points positifs du travail qui a été fait avant. Et ça, effectivement, des fois, il faut pouvoir dire, ça peut être frustrant en tant que conseiller en insertion, quel que soit le professionnel, de dire, on ne va pas voir le résultat tout de suite. Mais ce n'est surtout pas un coup d'épée dans l'eau. Ça veut dire qu'on apporte de l'information et des outils à la personne pour pouvoir avancer. On est vraiment, effectivement, sur ce type, en tout cas, d'accompagnement au niveau des personnes avec des troubles psychiques. Je suis vigilant, voilà, lors de l'accompagnement, je m'engage à respecter le choix professionnel de la personne. Et on voit bien, quel que soit des fois l'accompagnement, quand il y a un référent social qui est accompagné ou structure, des fois on ressent que c'est plus le projet de la personne que le projet du référent que de la personne. Et peut-être que des fois, sur des personnes qui ne vont pas oser dire non, on voit beaucoup ça dans ce type de personnes qu'on accompagne, ils vont suivre le projet du référent de parcours. Ils vont être dans la capacité de dire non. Ça veut dire qu'à un moment donné, ils vont entraîner un projet professionnel. Nous, on les accueille en accompagnement avec très peu d'éléments, mais dans nos entretiens, on va déceler effectivement que c'est le projet de la personne, que 2, ça génère de l'anxiété à la personne. Et des fois, moi, ça m'arrive de dire, mais aujourd'hui, vous avez le choix, effectivement. Vous avez le choix entre aujourd'hui ne pas travailler parce que c'est compliqué pour vous, pour X raisons, et on n'est pas dans le jugement. Et aujourd'hui, de vous laisser du temps pour vous, effectivement, vous positionner et réfléchir. Et des fois, ils me disent, ouf, je prends le deuxième choix, prendre le temps d'avancer. Parce que là, effectivement, ils me disent, des fois, voilà, on dit oui parce que pour faire plaisir à la personne, pour nous emmener, mais on est générateur, effectivement, on alimente le feu en disant, on va l'amener sur l'aspect professionnel. Et notamment les jeunes, on a ce type d'accompagnement au niveau des jeunes, des fois mis sur lequel ils orientent des jeunes. Et l'anxiété est tellement importante qu'ils me disent, aujourd'hui, non, voilà, il y a un jeune qui est concret là, que j'ai eu dans mon bureau il y a quelques mois. On a vraiment évoqué ça et il me dit non, il dit là, je fais plaisir à la mission locale, au référent de parcours, parce que je n'ose pas lui dire que mon anxiété est tellement importante que je ne peux pas aller sur du collectif, je ne peux pas assister aux ateliers CV, lettres de motivation, remobilisation. J'ai assisté, mais quand je rentre chez moi, effectivement, je mets 3-4 jours à récupérer après, parce que l'anxiété est tellement importante que pendant 3-4 jours, je reste bloqué à la maison. Ça veut dire qu'on alimente, effectivement, et on se dit aujourd'hui, voilà, après, c'est à travailler, effectivement, l'orientation. Peut-être qu'il faut orienter ces jeunes-là plus sur un accompagnement, peut-être plus CPP, ce qu'on appelle les centres post-cure psychiatriques, où il y a l'aspect soignant, professionnel, mais il y a un accompagnement global qui est fait autour de ces jeunes-là, ou peut-être orienté sur un service effectivement plus spécialisé, médecin traitant. Psychiatrique, psychologique.
voilà, c'est comme disait Marjolaine, psychologique, pour éviter d'alimenter, parce que le problème, on voit bien, hein, c'est qu'on alimente de plus en plus. Et après, ce qui est compliqué, c'est de les amener vers un projet professionnel. Il vaut mieux des fois se dire, on laisse passer 6 mois, 9 mois, 1 an aux jeunes. Hein, ce n'est pas un an de perdu, hein, mais on n'est pas sur l'aspect pro. Et des fois, nous, sur des jeunes plus de 20 ans, on argumente la hache parce qu'on s'interroge tout le temps par rapport à la hache. Est-ce qu'on fait une demande d'AH auprès de ces jeunes-là? Ils se disent, avec la hache, ils vont avoir 900, à peu près 900 euros, plus de 20 ans. On va plus les voir. Nous, quand on part sur une demande d'AH avec des jeunes, on fait une demande d'AH courte. Au niveau de courte, c'est 2 ans. En disant aux jeunes, voilà, tu as 2 ans, à peu près une année, 2 ans pour pouvoir travailler une stabilisation. Tu as des ressources, mais en préconisant effectivement des accompagnements peut-être plus, ce qu'on appelle le foyer de la Chicotière, par exemple, c'est des centres post-cure où ils sont plus sur le social, moins sur le professionnel, avec des accompagnements peut-être plus de 2 jours. Quand on dit 2 jours, c'est-à-dire que le jeune, la personne vient sur le foyer, travaille avec des éducateurs, sur des ateliers ludiques, pas sur l'aspect pro, des sorties, où ça peut être un accompagnement effectivement de 2 semaines, où le jeune il est pris en charge du lundi au vendredi avec une équipe pluriprofessionnelle, où ils vont travailler effectivement l'aspect soin, l'aspect social, le professionnel il va être mis de côté, et à un moment donné, progressivement, ils vont voir si le jeune est en capacité d'aller sur l'aspect pro et de ressolliciter des services tels que les nôtres. Ça me semble difficile peut-être pour un accompagnant à l'emploi de faire ce repérage-là, mais toujours des études de réorienter vers médecin généraliste ou psychiatre. Ce sont des personnes soignantes qui vont pouvoir poser les indications d'autres centres qui pourront mieux accompagner quand les difficultés sont très présentes. Après, c'est juste l'information, en tous les cas, même si, comme dit Marjolaine, voilà, l'objectif, ce n'est pas de poser un diagnostic, mais de dire il existe effectivement des structures, hein, sans parler de CPP, des structures qui peuvent peut-être avoir une prise en charge plus globale. Ça permet, en tous les cas, de lancer, en tous les cas, la perche, effectivement, aux jeunes ou moins jeunes. Voilà, on sait qu'il y a des structures. Après, voyez ça, le médecin généraliste peut effectivement vous réorienter, ou le spécialiste, il y a des spécialistes dans l'accompagnement, peut vous orienter sur des structures effectivement beaucoup plus adaptées. Alors, je vous interromps, il est 11h49, donc il nous restait un peu plus de 10 minutes. Il y a une question dans le chat qui a été posée, handicap psychique et handicap mental, quelle frontière? C'est difficile de s'y retrouver. Je ne sais pas si vous pouvez apporter un éclairage là-dessus entre handicap psychique et handicap mental. Je pense que c'est lié à la difficulté de définir le handicap psychique. Moi, je parle plus de troubles psychiques. Comme on l'a vu, le handicap psychique, c'est vraiment une situation et donc il peut avoir des difficultés. En fait, les troubles psychiques peuvent entraîner un handicap psychique et qui ont des conséquences dans les sphères qu'on a vues, donc sociales, relationnelles, professionnelles. Le handicap mental, c'est un peu plus large, c'est-à-dire que dans le handicap mental, on va retrouver un handicap avec des pathologies d'origine neurologique, par exemple. Je pense que c'est plus large que ça. Mais dans le trouble psychique, il y a des difficultés, on va dire, mentales, mais ce n'est pas tout à fait catégorisé en tout cas de la même façon. Entendu. Même aujourd'hui, juste pour rajouter, auprès de la MDPH, on parle effectivement de troubles psychiques. Quand on fait une demande auprès de la MDPH, c'est vraiment repérer la reconnaissance par rapport à des troubles psychiques. Après, voilà, il y a une certaine vigilance lors de l'accompagnement. Hein. Je m'engage à respecter les choix professionnels de la personne, identifier les éléments facilitant la relation de confiance. Hein. Ça peut être des entretiens, la même personne qui va rester unique. Hein. La difficulté des fois, et on voit bien, c'est qu'il y a plein de référents de parcours qui bougent, et ça, c'est compliqué pour eux. Ça veut dire qu'ils sont obligés de raconter à chaque fois leur histoire. Et on va effectivement, et ça les ramène aussi dans leur passé, et ça reste compliqué. J'interroge l'environnement de travail et les potentielles adaptations. Je veille à ce que plusieurs pistes de travail soient présentées. Quand on dit piste de travail, effectivement, ça peut être plusieurs projets. Hein. Et comme je dis, ça peut être un projet professionnel ou un projet associatif. Hein. À un moment donné, je lance la perche en disant peut-être qu'aujourd'hui, c'est un projet associatif qu'il va falloir mettre en place. Voilà. Ça permet à la personne, en tous les cas, de pouvoir enregistrer, prendre le temps d'avoir une réflexion et de reprendre ça avec eux après. La plupart, ils n'oublient pas.
je rappelle que le travail doit aussi répondre à un objectif de bien-être personnel, que ce ne soit pas une souffrance au travail. Et la difficulté, des fois, c'est le travail qui les a mis en souffrance. Ça veut dire qu'on les ramène au fait à un moment donné sur une souffrance et travailler ça avec la personne, de bien choisir effectivement ses choix professionnels par rapport à un poste de travail. Le projet de soins, le projet professionnel interagissent. Effectivement, comme je disais, c'est pour ça que je m'autorise, en tant que CIP, à un moment donné, à aller un petit peu sur l'aspect santé de la personne et le projet professionnel. Ils sont, voilà, ils vont ensemble, ils marchent ensemble. Et c'est ce que je dis, si à un moment donné, vous marchez que sur l'aspect professionnel, mais si le soin, à un moment donné, n'a pas été un minimum mis en place, ça va être compliqué. Ça veut dire que la balance, elle ne sera pas équilibrée. On n'aura jamais un équilibre parfait, pas avec des personnes avec une souffrance MJ, mais si ça descend trop d'un côté et ça monte trop de l'autre, ça sera caduque, ça ne va pas tenir dans le temps. Les personnes peuvent minimiser, voire ne pas reconnaître les répercussions de leurs troubles. Effectivement, alors même nous, on n'a pas de solution d'entrée de jeu. On essaye vraiment. Moi, quand je vois que les personnes ne sont pas dans le déni, mais minimisent effectivement vraiment l'impact professionnel, là, mes entretiens professionnels, je les focalise vraiment que sur l'aspect professionnel. Comment ça se passe en entreprise, le savoir-être en entreprise, le savoir-faire en entreprise, pour pouvoir ramener la personne en disant, à un moment donné, effectivement, ça va être compliqué. Je ne vais pas essayer, effectivement, d'échanger avec elle, pas de la contredire, mais de l'amener en disant que peut-être que vos troubles sont difficiles. Je vais focaliser mon entretien sur le monde de l'entreprise, à souhaiter l'entreprise. Là, comment ça se passe au niveau de l'entreprise. Et je vais vraiment focaliser là-dessus pour l'amener à un moment donné à réfléchir sur les entretiens à venir. Le handicap psychique peut être reconnu et bénéficier de services spécifiques, effectivement, par la MDPH aujourd'hui, par effectivement aussi des mesures spécifiques comme le marché passe, les prestations d'appui spécifiques, par des structures un petit peu comme les nôtres. Quand je parle, effectivement, peut être reconnu, ça veut dire que quand il y a un dépôt de dossier auprès de la MDPH, à un moment donné, bien réfléchir, en tous les cas, nous, c'est ce qu'on fait en tant que service CEAP, quand on dépose un dossier, même sur des premiers rendez-vous, et on voit bien, on ne va pas tout cocher. Ça veut dire peut-être qu'on va juste demander la reconnaissance, on va peut-être demander que l'allocation du handicapé, qu'un accompagnement SAVS, une demande d'orientation vers la Tomaline ou vers effectivement un centre, un accompagnement médico-social. On va effectivement essayer d'affiner cette demande auprès de la MDPH. Pour la personne, ça veut dire qu'à un moment donné, la personne a 16 cas de demande et c'est pas, toutes les croix ne sont pas tous cochées parce que des fois, elles me disent, oui, on a coché le milieu ordinaire, l'entreprise adaptée, le milieu protégé. Et la personne se dit, mais je suis où dans tout ça? Ça veut dire qu'à un moment donné, bien ciblé, en tout cas, ce qu'on va pouvoir demander auprès de l'MDPH, ça sert après dans l'accompagnement auprès de la personne et une meilleure acceptation aussi de la reconnaissance en tant que travailleur handicapé. Et les familles, des fois, peuvent être soutenantes quand il y a une possibilité de pouvoir les solliciter. Parce qu'ils connaissent effectivement, quand c'est des jeunes ou moins jeunes, ils connaissent effectivement les points positifs, ce qui peut les mettre en difficulté. Et des fois, on a tendance à écarter effectivement la famille des accompagnements. Alors, il ne faut pas que ce soit une famille toxique, parce que ça peut arriver, des familles toxiques. Mais on voit bien dans l'accompagnement, là, j'ai un exemple assez rapide où j'ai un papa qui suit son fils, où il a un juste milieu. Et un entretien m'a dit, ne vous inquiétez pas, monsieur Lucière, je sais garder ma place au niveau de l'accompagnement. Et on voit qu'il ne fait pas tout à la place d'eux et qu'il est juste soutenant et aidant pour son fils. Et là, dans ces conditions-là, on sait qu'à un moment donné, on va pouvoir venir s'appuyer à un moment donné. Moi, je sais que je peux m'appuyer en tous les cas sur le père pour pouvoir passer de l'information, en tous les cas, à la personne, avec l'accord de la personne, bien entendu. On peut passer sur la bibliographie. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, je n'ai pas vu d'autres questions pour le moment dans le chat. Effectivement, il est 11h56. Donc, si vous avez des dernières questions par rapport à la présentation qu'il y a eu pendant ce webinaire, présentation à la fois sur des aspects théoriques, sur les différents troubles et puis également sur la posture d'accompagnement, etc., n'hésitez pas à réagir et à poser des questions. Moi, ce que je peux rajouter, alors je me mets à la place, voilà, vraiment comme conseiller d'insertion professionnelle, autorisez-vous à poser les questions. Ne les gardez pas en tête en disant est-ce que je la pose, est-ce que je ne la pose pas. Autorisez-vous à poser la question. La personne va répondre ou ne va pas répondre.
Quand la personne répond, ça alimente en tous les cas vos entretiens. Quand la personne ne me répond pas, ce n'est pas gênant. Ça m'arrive de dire, la personne me dit, mais ça ne vous regarde pas, monsieur Lucier. Je ne suis pas, effectivement. Et effectivement, j'en prends note que ça ne me regarde pas. Mais après, et surtout, ça ne me regarde pas. Quand la personne me dit ça ne vous regarde pas, quand c'est des questions effectivement qui vont toucher à l'aspect effectivement santé, ils me disent non, je ne vais pas vous dire effectivement au niveau de la santé. Je dis oui, j'entends. Moi, ce qui va m'intéresser, est-ce qu'il y a des contre-indications? Et là, je parle à un moment donné, contre-indications à un moment donné par rapport à un poste de travail médical, par exemple, du traitement. Moi, c'est plus ça. Je veux dire qu'à un moment donné, je vais ramener ma question à l'aspect professionnel. Et des fois, ils me disent non, j'ai un traitement, mais il n'y a pas de contre-indication médicale. Et moi, ça m'alimente en disant voilà, il est informé qu'il a un traitement, aujourd'hui, il n'y a pas d'impact sur l'aspect professionnel, mais dans les entretiens qui suivent, je vais aller me renseigner parce que des fois, on peut vraiment s'interroger et les conseiller plus unité emploi, ils me disent dit en entretien, monsieur Lucier, je sais qu'il y a des choses qu'il ne veut pas me dire. Voilà. Et il y a des choses qu'ils ne vont pas me dire. Après, ils nous le disent à nous. Alors, des fois, ils ne comprennent pas pourquoi à nous et pas à eux. Parce que nous, voilà, on va aller chercher de l'information et autorisez-vous à chercher de l'information. Et même sur la reconnaissance, moi, quand ils me disent j'ai une reconnaissance, je leur dis mais qu'est-ce qui fait que vous avez une reconnaissance? Pourquoi vous avez fait une demande auprès de l'MDPH? Basique, mais ils me disent j'ai fait une reconnaissance parce que c'est compliqué pour moi sur tel et tel secteur. Et moi, je ramène ça après sur une restriction professionnelle. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Alors, effectivement, il y a une autre question qui est apparue sur le total des prévalences. Vous avez indiqué pour les différents troubles un taux, un pourcentage qui représentait la prévalence. Est-ce que vous avez le total que ça représente, du coup, les troubles psychiques en termes de prévalence en population générale? Non, je n'ai pas ce chiffre-là de la prévalence de troubles psychiques en population générale. Désolée. D'accord. Je crois qu'alors, là, je suis en formation au premier secours en santé mentale. Je crois que la formatrice nous disait que sur 5 personnes, aujourd'hui, il y a un peu plus de 2 personnes qui peuvent effectivement être atteintes avec un trouble psychique. Avec, j'imagine aussi certains troubles où il y a un soin, un accompagnement, une réversibilité entre guillemets possible, et puis d'autres peut-être on va avoir, c'est des choses qui vont être plutôt dans la durée, des maladies chroniques. C'est tout trouble confondu. Oui. En tout cas, une personne sur 4 connaîtra dans sa vie un trouble psychique, quel qu'il soit. Une personne sur 4, ouais, d'accord. Ok. Alors, je vois que les participants commencent à quitter le webinaire. Effectivement, il est 11h59. Donc, s'il y a une toute dernière question ou si M. Mustière, Dr Piton, voulait apporter une dernière précision, c'est le moment avant qu'on clôture. Moi, juste pensez que par moment, c'est des personnes qui peuvent être en souffrance. Gardez ça en tête, qui peuvent être en souffrance. Et c'est pas palpable, effectivement, c'est pas une souffrance, un mal de bras, un mal de dos, un mal aux jambes. Il y a vraiment une souffrance psychologique. Et dans les entretiens, des fois, faut garder ça en tête. Et vous avez un petit truc, vous, pour justement peut-être… Alors, oui, moi, je leur pose la question. Attendez, excusez-moi. Vous n'avez pas fini votre question? Oui, pardon, ouais. Un petit truc pour justement des entretiens, des situations qui peuvent être un peu déstabilisantes. Comment vous allez faire, vous, pour, je ne sais pas si c'est par de la respiration, par d'autres techniques, etc., pour, un petit peu, à la fois après l'entretien, même pendant l'entretien, un petit peu mettre de la distance et puis vous mobiliser vos ressources, entre guillemets? La mise à distance, c'est d'abord pouvoir se dire est-ce qu'il y a un trouble psychique ou pas. Déjà, pouvoir s'interroger sur ça, ça permet une mise à distance et du coup, de ne pas prendre un peu frontalement ce qui peut être dit ou fait. C'est déjà, et du coup, ramener sur plutôt la question du lien et du lien de confiance que vraiment de chercher à avoir du contenu, de l'information sur le projet, etc. Ok. Et puis, si c'est trop difficile, comme l'a dit mon collègue M. Mustière, c'est aussi de pouvoir faire des entretiens en binôme ou alors des entretiens plus courts, de reprogrammer d'autres entretiens de façon plus rapprochée. Enfin, ça, il faut s'autoriser aussi à ça dans l'accompagnement si on est en difficulté. Ce sera toujours plus bénéfique à la personne qu'on a en face de soi, qu'on soit à l'aise en fait. Et s'autoriser, ça m'arrive, c'est pas en permanence,
mais de se dire, aujourd'hui, je préfère arrêter l'entretien, on refixe un rendez-vous à 10 jours, j'en parle effectivement en équipe, parce que là, moi, et moi ça m'arrive de dire, je suis en difficulté, et je m'autorise à le dire. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que je vais pouvoir vous apporter, je préfère qu'on arrête l'entretien, on refixe un entretien à 15 jours, ça me permet effectivement de sortir de l'entretien et pas de rester effectivement avec une masse d'informations, parce qu'on a des parcours de vie qui peuvent être compliqués. Et qu'est-ce que je fais effectivement de cette masse d'informations? Alors après, moi, ça ne m'appartient pas, mais je préfère dire je stoppe. Et je dis on arrête l'entretien et on refixe un entretien si vous le souhaitez. Je laisse en général passer 15 jours pour vraiment prendre du recul, on peut pouvoir en parler en équipe. Et je ne dis pas on se revoit le lendemain, parce qu'on n'aura pas assez de recul. Mais effectivement, de pouvoir effectivement prendre du recul et d'en parler avec les collègues. Mais autorisez-vous à dire là, je préfère arrêter l'entretien parce que je n'ai pas la solution. Moi, je leur dis, je suis en difficulté. Je préfère prendre du recul par rapport à, en tous les cas, à votre accompagnement. Et dans le sens inverse, pour voir, juste pour finir, les gens pour savoir par rapport à une souffrance, moi, j'utilise l'échelle de 0 à 10. Je leur dis 0, tout va bien, parce que quand je sens qu'il y a une fragilité, 10, tout va mal. Je dis aujourd'hui, vous mettez à combien le curseur? Ils me disent, monsieur Lussière, je suis à 8 aujourd'hui. Et effectivement, quand on les voit en salle d'attente, ça ne se voit pas particulièrement. Il me dit, je suis à 8. 8, moi, je dis, ça veut dire que si demain vous êtes en emploi, il me dit non. L'emploi, pour moi, ça va être très compliqué. Ça permet en tous les cas de pouvoir dire est-ce que je suis sur de l'emploi ou pas de l'emploi. Et de dire aujourd'hui, ce n'est pas de mon ressort. Ça veut dire qu'on n'est pas sur de l'emploi, il faut que je passe le relais à un moment donné et je ne garde pas cet accompagnement-là qui va effectivement être dans mon portefeuille, que je vais voir tous les 15 jours, ou moi, je vais être en difficulté à un moment donné sur ces entretiens-là. OK. Donc, effectivement, échelle de 0 à 10. Je vois une question dans le chat. Échelle de 0 à 10. 0, tout va bien. 10, ça ne va pas bien du tout. Et donc, voilà, c'était l'exemple que vous preniez. Eh bien, écoutez, merci pour tous ces éléments d'information. Je donne pour les participants une autre précision. On a un autre webinaire à venir, donc le 7 avril, qui s'intitule Introduction au psychotrauma. Donc, ce sera un focus qui sera fait sur cette question du psychotrauma et ce que ça peut générer dans le temps en termes de décompensation quand ça réapparaît, ce que ça peut générer comme difficulté pour vous aussi en termes d'accompagnant. On vous envoie donc le support qui a été réalisé donc, par les intervenants rapidement avec un formulaire d'évaluation. Et puis on vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Merci à vous.